Déjà, dans l'esprit rusé de Morel, avait germé une combinaison analogue à ce qu'on appela au XVIIIe siècle le renversement des alliances. Décidé à ne jamais reparler à M. de Charlus, il retournerait le lendemain soir auprès de la nièce de Jupien, se chargeant de tout arranger. Malheureusement pour lui, ce projet devait échouer, M. de Charlus ayant le soir même avec Jupien un rendez-vous auquel l'ancien giletier n'osa manquer malgré les événements. D'autres qu'on va voir s'étant précipités du fait de Morel, quand Jupien, en pleurant, raconta ses malheurs au baron, celui-ci, non moins malheureux, lui déclara qu'il adoptait la petite abandonnée, qu'elle prendrait un des titres dont il disposait, probablement celui de mademoiselle d'Oléron, lui ferait donner un complément parfait d'instruction et faire un riche mariage. Promesse qui réjouirent profondément Jupien, et les certes indifférents de sa nièce, car elle aimait toujours Morel, lequel, par sottise ou cynisme, entrait en plaisantant dans la boutique quand Jupien était absent. « Qu'est-ce que vous avez ?» disait-il en riant avec vos yeux cernés. « Des chagrins d'amour ? Dame, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après tout, on est bien libre d'essayer une chaussure, à plus forte raison une femme. Et si cela n'est pas à votre pied... » Il ne se fâcha qu'une fois parce qu'elle pleura ce qu'il trouva lâche, un indigne procédé. On ne supporte pas toujours bien les larmes qu'on fait verser. Mais nous avons trop anticipé car tout ceci ne se passa qu'après la soirée Verdurin que nous avons interrompue et qu'il faut reprendre où nous en étions. Je ne me serais jamais douté, soupira Morel en réponse à madame Verdurin. Naturellement. On ne vous le dit pas en face. Ça n'empêche pas que vous êtes la fable du conservatoire, reprit méchamment madame Verdurin, voulant montrer à Morel qu'il ne s'agissait pas uniquement de monsieur de Charlus, mais de lui aussi. Je veux bien croire que vous l'ignorez, et pourtant, on ne se gêne guère. Demandez à Ski ce qu'on disait l'autre jour avec Chevillard, à 2 pas de nous, quand vous êtes entrés dans ma loge. C'est-à-dire qu'on vous montre du doigt. Je vous dirais que pour moi, je n'y fais pas autrement attention. Ce que je trouve surtout, c'est que ça rend un homme prodigieusement ridicule et qu'il est la risée de tous pour toute sa vie. Je ne sais pas comment vous remercier, dit Charlie du ton dont on le dit à un dentiste qui vient de vous faire affreusement mal sans qu'on ait voulu le laisser voir, ou à un témoin trop sanguinaire qui vous a forcé à un duel pour une parole insignifiante dont il vous a dit « vous ne pouvez pas empocher ça ». Je pense que vous avez du caractère, que vous êtes un homme, répondit madame Verdurin, et que vous saurez parler haut et clair, quoi qu'il dise à tout le monde que vous n'oserez pas, qu'il vous tient. Charlie, cherchant une dignité d'emprunt pour couvrir la sienne en lambeaux, trouva dans sa mémoire pour l'avoir lu ou bien entendu dire, et proclama aussitôt « Je n'ai pas été élevé à manger de ce pain-là. Dès ce soir, je romprai avec monsieur de Charlus. La reine de Naples est bien partie, n'est-ce pas? Sans cela, avant de rompre avec lui, je lui aurais demandé. » Ce n'est pas nécessaire de rompre entièrement avec lui, dit madame Verdurin, désireuse de ne pas désorganiser le petit noyau. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous le voyiez ici, dans notre petit groupe, où vous êtes apprécié, où on ne dira pas de mal de vous. Mais exigez votre liberté, et puis ne vous laissez pas traîner par lui chez toutes ces pécores qui sont aimables par devant. J'aurais voulu que vous entendiez ce qu'elle disait par derrière. D'ailleurs, n'en ayez pas de regret. Non seulement vous vous enlevez une tâche qui vous resterait toute la vie, mais au point de vue artistique, même s'il n'y avait pas cette honteuse présentation par Charlus, je vous dirais que de vous galvauder ainsi dans ce milieu de faux monde, cela vous donnerait un air pas sérieux, une réputation d'amateur, de petit musicien de salon qui est terrible à votre âge. Je comprends que, pour toutes ces belles dames, c'est très commode de rendre des politesses à leurs amis en vous faisant venir à l'œil. Mais c'est votre avenir d'artiste qui en ferait les frais. Je ne dis pas chez une ou deux. Vous parliez de la reine de Naples, qui est partie en effet, elle avait une soirée. Celle-là, c'est une brave femme, et je vous dirais que je crois qu'elle fait peu de cas de monsieur de Charlus. Et c'est surtout pour moi qu'elle venait. Oui, je sais qu'elle avait envie de nous connaître, monsieur Verdurin et moi. Cela, c'est un endroit où vous pourrez jouer. Et puis, je vous dirais qu'amené par moi, que les artistes connaissent, vous savez, pour qui ils ont toujours été très gentils, qu'ils considèrent un peu comme des leurs, comme leur patronne, c'est tout différent. Mais gardez-vous surtout comme du feu d'aller chez madame de Duras. N'allez pas faire une boulette pareille. Je connais des artistes qui sont venus me faire leur confidence sur elle. Ils savent qu'ils peuvent se fier à moi, dit-elle, du ton doux et simple qu'elle savait prendre subitement, en donnant à ses traits un air de modestie, à ses yeux un charme approprié. Ils viennent, comme ça, me raconter leurs petites histoires.
Ceux qu'on prétend le plus silencieux, ils bavardent quelquefois des heures avec moi et je ne peux pas vous dire ce qu'ils sont intéressants. Le pauvre Chabrier disait toujours « Il n'y a que Madame Verdurin qui sache les faire parler ». Eh bien, vous savez, tous, mais je vous dis sans exception, je les ai vus pleurer d'avoir été joués chez Madame de Duras. Donc, ce n'est pas seulement les humiliations qu'elle s'amuse à leur faire faire par ses domestiques, mais ils ne pouvaient plus trouver d'engagement nulle part. Les directeurs disaient « Ah oui, c'est celui qui joue chez Madame de Duras. » Bon, c'était fini. Il n'y a rien pour vous couper un avenir comme ça. Vous savez, les gens du monde, ça ne donne pas l'air sérieux. On peut avoir tout le talent qu'on veut, c'est triste à dire, mais il suffit d'une Madame de Duras pour vous donner la réputation d'un amateur. Et pour les artistes, vous savez, moi, vous comprenez que je les connais depuis 40 ans, que je les fréquente, que je les lance, que je m'intéresse à eux. Eh bien, vous savez, pour eux, quand ils ont dit un amateur, ils ont tout dit. Et au fond, on commençait à le dire de vous. Ce que de fois j'ai été obligé de me gendarmer, d'assurer que vous ne joueriez pas dans tel salon ridicule. Savez-vous ce qu'on me répondait? Mais il sera bien forcé, Charlus ne le consultera même pas, il ne lui demande pas son avis. Quelqu'un a cru lui faire plaisir en lui disant « Nous admirons beaucoup votre ami Morel ». Savez-vous ce qu'il a répondu avec cet air insolent que vous connaissez? Mais comment voulez-vous qu'il soit mon ami? Nous ne sommes pas de la même classe. Dites qu'il est ma créature, mon protégé. À ce moment, s'agitait sous le front bombé de la déesse musicienne la seule chose que certaines personnes ne peuvent pas conserver pour elle, un mot qu'il est non seulement abject, mais imprudent de répéter. Mais le besoin de le répéter est plus fort que l'honneur, que la prudence. C'est à ce besoin que, après quelques mouvements convulsifs du front sphérique et chagrin, céda la patronne. On a même répété à mon mari qu'il avait dit « mon domestique ». Mais cela, je ne peux pas l'affirmer, ajouta-t-elle. C'est un besoin pareil qui avait contraint M. de Charlus, peu après avoir juré à Morel que personne ne saurait jamais d'où il était sorti, à dire à Madame Verdurin « c'est le fils d'un valet de chambre ». Un besoin pareil encore, maintenant que le mot était lâché, le ferait circuler de personne en personne, qui se le confierait sous le sceau d'un secret qui serait promis et non gardé, comme elles avaient fait elles-mêmes. Ces mots finissaient, comme au jeu du furet, par revenir à Madame Verdurin, la brouillant avec l'intéressé qui aurait fini par l'apprendre. Elle le savait, mais ne pouvait retenir le mot qui lui brûlait la langue. Domestique ne pouvait d'ailleurs que froisser Morel. Elle dit pourtant domestique, et si elle ajouta qu'elle ne pouvait l'affirmer, ce fut à la fois pour paraître certaine du reste, grâce à cette nuance, et pour montrer de l'impartialité. Cette impartialité qu'elle montrait la toucha elle-même tellement qu'elle commença à parler tendrement à Charlie. « Car voyez-vous, dit-elle, moi, je ne lui fais pas de reproches. Il vous entraîne dans son abîme, c'est vrai, mais ce n'est pas sa faute, puisqu'il s'y roule lui-même, puisqu'il y roule, répéta-t-elle assez fort, émerveillée de la justesse de l'image qui était partie plus vite que son attention, qui ne la rattrapait que maintenant et tâchait de la mettre en valeur. Non, ce que je lui reproche, dit-elle d'un ton tendre, comme une femme ivre de son succès, c'est de manquer de délicatesse envers vous. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Ainsi tout à l'heure. Il a parié qu'il allait vous faire rougir de plaisir en vous annonçant, par blague naturellement, car sa recommandation suffirait à vous empêcher de l'avoir, que vous auriez la croix de la Légion d'honneur. Cela passe encore, quoique je n'ai jamais beaucoup aimé, reprit-elle d'un air délicat et digne, qu'on dupe ses amis. Mais vous savez, il y a des riens qui nous font de la peine. C'est par exemple quand il nous raconte en se tordant que si vous désirez la croix, c'est pour votre oncle et que votre oncle était lardin. Il vous a dit cela? S'écria Charlie, croyant, d'après ces mots habilement rapportés, à la vérité de tout ce qu'avait dit Madame Verdurin. Madame Verdurin fut inondée de la joie d'une vieille maîtresse qui, sur le point d'être lâchée par son jeune amant, réussit à rompre son mariage. Et peut-être n'avait-elle pas calculé son mensonge, ni même menti sciemment, une sorte de logique sentimentale peut-être, plus élémentaire encore, une sorte de réflexe nerveux qui la poussait, pour égayer sa vie et préserver son bonheur, à brouiller les cartes dans le petit clan, faisait-elle monter impulsivement à ses lèvres, sans qu'elle eût le temps d'en contrôler la vérité, ces assertions diaboliquement utiles, sinon rigoureusement exactes. Il nous l'aurait dit à nous seuls que cela ne ferait rien, reprit la patronne. Nous savons qu'il faut prendre et laisser de ce qu'il dit, et puis il n'y a pas de saut métier. Vous avez votre valeur, vous êtes ce que vous valez.
Mais qu'il aille faire tordre avec cela Madame de Portefin, Madame Verdurin le citait exprès parce qu'elle savait que Charlie aimait Madame de Portefin, voilà ce qui nous rend malheureux. Mon mari me disait en l'entendant, j'aurais mieux aimé recevoir une gifle. Car il vous aime autant que moi, vous savez, Gustave. On apprit ainsi que M. Verdurin s'appelait Gustave. Au fond, c'est insensible. Mais je ne t'ai jamais dit que je l'aimais, murmura M. Verdurin, faisant le bourru bienfaisant. C'est le Charlus qui l'aime. Oh non, maintenant je comprends la différence. J'étais trahi par un misérable, et vous, vous êtes bon, s'écria avec sincérité Charlie. Non, non, murmura Madame Verdurin pour garder sa victoire, car elle sentait ses mercredis sauvés. Misérable est trop dire. Il fait du mal, beaucoup de mal, inconsciemment. Vous savez, cette histoire de la Légion d'honneur n'a pas duré très longtemps. Et il me serait désagréable de vous répéter tout ce qu'il a dit sur votre famille, dit Madame Verdurin, qui eût été bien embarrassée de le faire. Oh, cela a beau n'avoir duré qu'un instant, cela prouve que c'est un traître, s'écria Morel. C'est à ce moment que nous rentrâmes au salon. Ah! S'écria M. de Charlus en voyant que Morel était là, et en marchant vers le musicien avec le genre d'allégresse des hommes qui ont organisé savamment toute la soirée en vue d'un rendez-vous avec une femme, et qui, tout enivrés, ne se doutent guère qu'ils ont dressé eux-mêmes le piège où vont les saisir et, devant tout le monde, les rosser des hommes apostés par le mari. Eh bien, enfin, ce n'est pas trop tôt. Êtes-vous content, jeune gloire, et bientôt jeune chevalier de la Légion d'honneur? Car bientôt, vous pourrez montrer votre croix, dit M. de Charlus à Morel d'un air tendre et triomphant, mais par ces mots mêmes de décoration, contresignant les mensonges de Madame Verdurin qui apparurent une vérité indiscutable à Morel. « Laissez-moi. Je vous défends de m'approcher, cria Morel au baron. Vous ne devez pas être à votre coup d'essai. Je ne suis pas le premier que vous essayez de pervertir. » Ma seule consolation était de penser que j'allais voir Morel et les Verdurins pulvérisés par M. de Charlus. Pour 1000 fois moins que cela, j'avais essuyé ses colères de fou. Personne n'était à l'abri d'elle. Un roi ne l'eût pas intimidé. Or, il se produisit cette chose extraordinaire. On vit M. de Charlus, muet, stupéfait, mesurant son malheur sans en comprendre la cause, ne trouvant pas un mot, levant les yeux successivement sur toutes les personnes présentes d'un air interrogateur, indigné, suppliant, et qui semblait leur demander moins encore ce qui s'était passé que ce qu'ils devaient répondre. Pourtant, M. de Charlus possédait toutes les ressources, non seulement de l'éloquence, mais de l'audace, quand, pris d'une rage qui bouillonnait depuis longtemps contre quelqu'un, il le clouait de désespoir par les mots les plus sanglants devant les gens du monde scandalisés et qui n'avaient jamais cru qu'on pût aller si loin. M. de Charlus, dans ces cas-là, brûlait, se démenait en de véritables attaques nerveuses, dont tout le monde restait tremblant. Mais c'est que, dans ces cas-là, il avait l'initiative. Il attaquait, il disait ce qu'il voulait. Comme Bloch savait plaisanter des Juifs et rougissait si on prononçait leur nom devant lui. Peut-être ce qui le rendait muet était-ce, en voyant que M. et Mme Verdurin détournaient les yeux et que personne ne lui porterait secours, la souffrance présente et l'effroi surtout des souffrances à venir. Ou bien que, ne s'étant pas d'avance, par l'imagination, monter la tête et forger une colère, n'ayant pas de rage toute prête en main, il avait été saisi et brusquement frappé au moment où il était sans ses armes, car sensitif, nerveux, hystérique, il était un vrai impulsif, mais un faux brave, même, comme je l'avais toujours cru, et ce qui me le rendait assez sympathique, un faux méchant. Les gens qu'il haïssait, il les haïssait parce qu'il s'en croyait méprisé. Eussent-il été gentil pour lui, au lieu de se griser de colère contre eux, il les eût embrassés. Et il n'avait pas les réactions normales de l'homme d'honneur outragé. Ou bien que, dans un milieu qui n'était pas le sien, il se sentait moins à l'aise et moins courageux qu'il n'eût été dans le faubourg. Toujours est-il que, dans ce salon qu'il dédaignait, ce grand seigneur, à qui n'était pas plus essentiellement inhérente la supériorité sur les roturiers qu'elle ne le fut à tel de ses ancêtres angoissés devant le tribunal révolutionnaire, ne sut, dans une paralysie de tous les membres et de la langue, que jeter de tous côtés des regards épouvantés, indignés par la violence qu'on lui faisait, aussi suppliants qu'interrogateurs. Dans une circonstance si cruellement imprévue, ce grand discoureur ne sut que balbutier « Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il y a ?» On ne l'entendait même pas. Et la pantomime éternelle de la terreur panique a si peu changé que ce vieux monsieur à qui il arrivait une aventure désagréable dans un salon parisien répétait à son insu les quelques attitudes schématiques
dans lesquels la sculpture grecque des premiers âges stylisait l'épouvante des nymphes poursuivies par le dieu Pan. L'ambassadeur disgracié, le chef de bureau mis brusquement à la retraite, le mondain à qui on bat froid, l'amoureux et conduit, examinent parfois pendant des mois l'événement qui a brisé leurs espérances. Ils le tournent et le retournent comme un projectile tiré on ne sait d'où ni on ne sait par qui, pour un peu comme un aérolite. Ils voudraient bien connaître les éléments composants de cet étrange engin qui a fondu sur eux, savoir quelle volonté mauvaise on peut y reconnaître. Les chimistes au moins disposent de l'analyse, les malades souffrant d'un mal dont ils ne savent pas l'origine peuvent faire venir le médecin, les affaires criminelles sont plus ou moins débrouillées par le juge d'instruction, mais les actions déconcertantes de nos semblables, nous en découvrons rarement les mobiles. Ainsi, M. de Charlus, pour anticiper sur les jours qui suivirent cette soirée à laquelle nous allons revenir, ne vit dans l'attitude de Charlie qu'une seule chose claire. Charlie, qui avait souvent menacé le baron de raconter quelle position il lui inspirait, avait dû profiter pour le faire de ce qu'il se croyait maintenant suffisamment arrivé pour voler de ses propres ailes. Et il avait dû tout raconter par pure ingratitude à Madame Verdurin. Mais comment celle-ci s'était-elle laissée tromper ? Car le baron, décidé à nier, était déjà persuadé lui-même que les sentiments qu'on lui reprochait étaient imaginaires. Des amis de Madame Verdurin, peut-être ayant eux-mêmes une passion pour Charlie, avaient préparé le terrain. En conséquence, M. de Charlus, les jours suivants, écrivit des lettres terribles à plusieurs fidèles entièrement innocents et qui le crurent fou. Puis il alla faire à Madame Verdurin un long récit attendrissant, lequel n'eut d'ailleurs nullement l'effet qu'il souhaitait. Car, d'une part, Madame Verdurin répétait au baron « Vous n'avez qu'à ne plus vous occuper de lui, dédaignez-le, c'est un enfant ». Or, le baron ne soupirait qu'après une réconciliation. Et d'autre part, pour ramener celle-ci en supprimant à Charlie tout ce dont il s'était cru assuré, il demandait à Madame Verdurin de ne plus le recevoir, ce à quoi elle opposa un refus qui lui valut des lettres irritées et sarcastiques de M. de Charlus. Allant d'une supposition à l'autre, le baron ne fut jamais la vraie, à savoir que le coup n'était nullement parti de Morel. Il est vrai qu'il eût pu la prendre en lui demandant quelques minutes d'entretien, mais il jugeait cela contraire à sa dignité et aux intérêts de son amour. Il avait été offensé, il attendait des explications. Il y a d'ailleurs, presque toujours attaché à l'idée d'un entretien qui pourrait éclaircir un malentendu, une autre idée qui, pour quelque raison que ce soit, nous empêche de nous prêter à cet entretien. Celui qui s'est abaissé et a montré sa faiblesse dans 20 circonstances fera preuve de fierté la 21e fois, la seule où il serait utile de ne pas s'entêter dans une attitude arrogante et de dissiper une erreur qui va s'enracinant chez l'adversaire, faute de démenti. Quant au côté mondain de l'incident, le bruit se répandit que M. de Charlus avait été mis à la porte de chez les Verdurin au moment où il cherchait à violer un jeune musicien. Ce bruit fit qu'on ne s'étonna pas de voir M. de Charlus ne plus reparaître chez les Verdurin, et quand par hasard il rencontrait quelque part un de ses fidèles qu'il avait soupçonné et insulté, comme celui-ci gardait rancune au baron qui lui-même ne lui disait pas bonjour, les gens ne s'étonnaient pas, comprenant que personne dans le petit clan ne voulut plus saluer le baron. Tandis que M. de Charlus, assommé sur le coup par les paroles que venaient de prononcer Morel et l'attitude de la patronne, prenait la pose de la nymphe en proie à la terreur panique, M. et Mme Verdurin s'étaient retirés vers le premier salon, comme en signe de rupture diplomatique, laissant seul M. de Charlus, tandis que, sur l'estrade, Morel enveloppait son violon. « Tu vas nous raconter comment cela s'est passé, dit avidement Mme Verdurin à son mari. « Je ne sais pas ce que vous lui avez dit. Il avait l'air tout ému, dit Ski. Il a des larmes dans les yeux. » Feignant de ne pas avoir compris, « Je crois que ce que je lui ai dit lui a été tout à fait indifférent, dit Madame Verdurin, par un de ces manèges qui ne trompent pas du reste tout le monde, et pour forcer le sculpteur à répéter que Charlie pleurait, pleurs qui enivraient la patronne de trop d'orgueil pour qu'elle voulût risquer que tel ou tel fidèle, qui pouvait avoir mal entendu, les ignorât. Non, mais non! Ce ne lui a pas été indifférent, puisque je voyais de grosses larmes qui brillaient dans ses yeux, dit le sculpteur sur un ton bas et souriant de confidence malveillante, tout en regardant de côté pour s'assurer que Morel était toujours sur l'estrade et ne pouvait pas écouter la conversation. Mais il y avait une personne qui l'entendait, et dont la présence, aussitôt qu'on l'aurait remarqué,
allait rendre à Morel une des espérances qu'il avait perdues. C'était la reine de Naples qui, ayant oublié son éventail, avait trouvé plus aimable, en quittant une autre soirée où elle s'était rendue, de venir le rechercher elle-même. Elle était entrée tout doucement, comme confuse, s'apprêtant à s'excuser et à faire une courte visite, maintenant qu'il n'y avait plus personne. Mais on ne l'avait pas entendue entrer dans le feu de l'incident, qu'elle avait compris tout de suite et qui l'enflamma d'indignation. Ski dit qu'il avait des larmes dans les yeux. As-tu remarqué cela? Je n'ai pas vu de larmes. Ah si, pourtant, je me rappelle, corrigea-t-elle, dans la crainte que sa dénégation ne fût crue. Quant au Charlus, il n'en emmène pas large, il devrait prendre une chaise, il tremble sur ses jambes, il va s'étaler, dit-elle avec un ricanement sans pitié. À ce moment, Morel accourut vers elle. « Est-ce que cette dame n'est pas la reine de Naples » demanda-t-il, bien qu'il sût que c'était elle, en montrant la souveraine qui se dirigeait vers Charlus. « Après ce qui vient de se passer, je ne peux plus hélas demander au baron de me présenter. »« Ah, attendez, je vais le faire, » dit madame Verdurin, et, suivi de quelques fidèles, mais non de moi et de Brichot qui nous empressâmes d'aller demander nos affaires et de sortir, elle s'avança vers la reine qui causait avec monsieur de Charlus. Celui-ci avait cru que la réalisation de son grand désir que Morel fût présenté à la reine de Naples ne pouvait être empêchée que par la mort improbable de la souveraine. Mais nous nous représentons l'avenir comme un reflet du présent, projeté dans un espace vide, tandis qu'il est le résultat souvent tout prochain de causes qui nous échappent pour la plupart. Il n'y avait pas une heure de cela. Et M. de Charlus eut tout donné pour que Morel ne fût pas présenté à la reine. Madame Verdurin fit une révérence à la reine. Voyant que celle-ci n'avait pas l'air de la reconnaître, « Je suis Madame Verdurin, votre Majesté ne me reconnaît pas ?»« Très bien, » dit la reine en continuant si naturellement à parler à M. de Charlus et d'un air si parfaitement absent que Madame Verdurin douta si c'était à elle que s'adressait ce très bien prononcé sur une intonation merveilleusement distraite qui arracha à M. de Charlus, au milieu de sa douleur d'amant, un sourire de reconnaissance expert et effrayant en matière d'impertinence. Morel, voyant de loin les préparatifs de la présentation, s'était rapproché. La reine tendit son bras à M. de Charlus. Contre lui aussi, elle était fâchée, mais seulement parce qu'il ne faisait pas face plus énergiquement à de vils insulteurs. Elle était rouge de honte pour lui que les Verdurins osassent le traiter ainsi. La sympathie pleine de simplicité qu'elle leur avait témoignée il y a quelques heures, et l'insolente fierté avec laquelle elle se dressait devant eux, prenaient leur source au même point de son cœur. La reine, en femme pleine de bonté, concevait la bonté d'abord sous la forme de l'inébranlable attachement aux gens qu'elle aimait, aux siens, à tous les princes de sa famille, parmi lesquels était M. de Charlus, ensuite à tous les gens de la bourgeoisie ou du plus humble peuple, qui savaient respecter ceux qu'elle aimait et avoir pour eux de bons sentiments. C'était tentant qu'à une femme douée de ces bons instincts qu'elle avait manifesté de la sympathie à Madame Verdurin. Et sans doute c'est là une conception étroite, un peu torie et de plus en plus surannée de la bonté. Mais cela ne signifie pas que la bonté fût moins sincère et moins ardente chez elle. Les anciens n'aimaient pas moins fortement le groupement humain auquel ils se dévouaient parce que celui-ci n'excédait pas les limites de la cité, ni les hommes d'aujourd'hui la patrie, que ceux qui aimeront les États-Unis de toute la terre. Tout près de moi, j'ai eu l'exemple de ma mère que Madame de Cambremer et Madame de Guermantes n'ont jamais pu décider à faire partie d'aucune œuvre philanthropique, d'aucun patriotique ouvroir, à être jamais vendeuse ou patronnesse. Je suis loin de dire qu'elle ait eu raison de n'agir que quand son cœur avait d'abord parlé, et de réserver à sa famille, à ses domestiques, aux malheureux que le hasard mit sur son chemin, ses richesses d'amour et de générosité, mais je sais bien que celle-là, comme celle de ma grand-mère, furent inépuisables et dépassèrent de bien loin tout ce que purent et firent jamais Madame de Guermantes ou de Cambremer. Le cas de la reine de Naples était entièrement différent, mais enfin, il faut reconnaître que les êtres sympathiques n'étaient pas du tout conçus par elle, comme ils le sont dans ces romans de Dostoïevski, qu'Albertine avait pris dans ma bibliothèque et accaparé, c'est-à-dire sous les traits de parasites flagorneurs, voleurs, ivrognes, tantôt plats et tantôt insolents, débauchés, au besoin assassins. D'ailleurs, les extrêmes se rejoignent, puisque l'homme noble, le proche, le parent outragé que la reine voulait défendre était M. de Charlus, c'est-à-dire, malgré sa naissance et toutes les parentés qu'il avait avec la reine, quelqu'un dont la vertu s'entourait de beaucoup de vices. « Vous n'avez pas l'air bien, mon cher cousin, dit-elle à M. de Charlus. Appuyez-vous sur mon bras. Soyez sûr qu'il vous soutiendra toujours. Il est assez solide pour cela. »
Puis, levant fièrement les yeux devant elle, en face de qui me raconta ce qui se trouvait alors madame Verdurin et Morel, « Vous savez qu'autrefois, à Gaète, il a déjà tenu en respect la canaille. Il saura vous servir de rempart. » Et c'est ainsi, emmenant à son bras le baron et sans s'être laissé présenter Morel, que sortit la glorieuse sœur de l'impératrice Élisabeth. On pouvait croire, avec le caractère terrible de M. de Charlus, les persécutions dont il terrorisait jusqu'à ses parents, qu'il allait, à la suite de cette soirée, déchaîner sa fureur et exercer des représailles contre les Verdurins. Nous avons vu pourquoi il n'en fut rien tout d'abord. Puis, le baron, ayant pris froid quelque temps de là et contracté une de ces pneumonies infectieuses qui furent très fréquentes alors, fut longtemps jugé par ses médecins et se jugea lui-même comme à 2 doigts de la mort, et resta plusieurs mois suspendu entre elle et la vie. Y eut-il simplement une métastase physique et le remplacement par un mal différent de la névrose qu'il avait jusque-là fait s'oublier jusque dans des orgies de colère? Car il est trop simple de croire que, n'ayant jamais pris au sérieux du point de vue social les Verdurins, mais ayant fini par comprendre le rôle qu'ils avaient joué, il ne pouvait leur en vouloir comme à ses pairs. Trop simple aussi de rappeler que les nerveux, irrités à tout propos contre des ennemis imaginaires et inoffensifs, deviennent, au contraire, inoffensifs dès que quelqu'un prend contre eux l'offensive, et qu'on les calme mieux en leur jetant de l'eau froide à la figure qu'en tâchant de leur démontrer l'inanité de leurs griefs. Ce n'est probablement pas dans une métastase qu'il faut chercher l'explication de cette absence de rancune, bien plutôt dans la maladie elle-même. Elle causait de si grandes fatigues au baron qu'il lui restait peu de loisirs pour penser aux Verdurins. Il était à demi mourant. Nous parlions d'offensives. Même celles qui n'auront que des effets posthumes requièrent, si on les veut monter convenablement, le sacrifice d'une partie de ses forces. Il en restait trop peu à M. de Charlus pour l'activité d'une préparation. On parle souvent d'ennemis mortels qui rouvrent les yeux pour se voir réciproquement à l'article de la mort et qui les referment, heureux. Ce cas doit être rare, excepté quand la mort nous surprend en pleine vie. C'est au contraire, au moment où on n'a plus rien à perdre, qu'on ne s'embarrasse pas des risques que plein de vie on eût assumés légèrement. L'esprit de vengeance fait partie de la vie. Il nous abandonne le plus souvent, malgré des exceptions qui, au sein d'un même caractère, on le verra, sont d'humaines contradictions au seuil de la mort. Après avoir pensé un instant aux Verdurins, M. de Charlus se sentait trop fatigué, se retournait contre son mur et ne pensait plus à rien. S'il se taisait, souvent ainsi, ce n'est pas qu'il eût perdu son éloquence, elle coulait encore de source, mais avait changé. Détachée des violences qu'elle avait ornées si souvent, ce n'était plus qu'une éloquence quasi mystique, qu'embellissaient des paroles de douceur, des paraboles de l'Évangile, une apparente résignation à la mort. Il parlait surtout les jours où il se croyait sauvé. Une rechute le faisait taire. Cette chrétienne douceur où s'était transposée sa magnifique violence, comme en Esther le génie si différent d'Andromaque, faisait l'admiration de ceux qui l'entouraient. Elle eût fait celle des Verdurins eux-mêmes, qui n'auraient pu s'empêcher d'adorer un homme que ses défauts leur avaient fait haïr. Certes, des pensées qui n'avaient de chrétien que l'apparence surnageaient. Il implorait l'archange Gabriel de venir lui annoncer, comme au prophète, dans combien de temps lui viendrait le Messie. Et, s'interrompant d'un doux sourire douloureux, il ajoutait « Mais il ne faudrait pas que l'archange me demandât, comme à Daniel, de patienter 7 semaines et 62 semaines, car je serais mort avant. » Celui qui l'attendait ainsi était Morel. Aussi demandait-il aussi à l'archange Raphaël de le lui ramener comme le jeune Tobie, et mêlant des moyens plus humains, comme les papes malades qui, tout en faisant dire des messes, ne négligent pas de faire appeler leur médecin, il insinuait à ses visiteurs que si Brichot lui ramenait rapidement son jeune Tobie, peut-être l'archange Raphaël consentirait-il à lui rendre la vue comme au père de Tobie, ou comme dans la piscine probatique de Bethsaïda. Mais, malgré ces retours humains, la pureté morale des propos de M. de Charlus n'en était pas moins devenue délicieuse. Vanité, médisance, folie de méchanceté et d'orgueil, tout cela avait disparu. Moralement, M. de Charlus s'était élevé bien au-dessus du niveau où il vivait naguère. Mais ce perfectionnement moral, sur la réalité duquel son art oratoire était du reste capable de tromper quelque peu ses auditeurs attendris, ce perfectionnement
disparut avec la maladie qui avait travaillé pour lui. M. de Charlus redescendit sa pente avec une vitesse que nous verrons progressivement croissante. Mais l'attitude des Verdurin envers lui n'était déjà plus qu'un souvenir un peu éloigné, que des colères plus immédiates empêchèrent de se raviver. Pour revenir en arrière, à la soirée Verdurin, quand les maîtres de maison furent seuls, M. Verdurin dit à sa femme « Tu sais où est allé Cottard ? Il est auprès de Sagnette, dont le coup de bourse pour se rattraper a échoué. En arrivant chez lui tout à l'heure, après nous avoir quittés en apprenant qu'il n'avait plus un franc et qu'il avait près d'1 million de dettes, Sagnette a eu une attaque. Mais aussi pourquoi a-t-il joué cet idiot ? Il est l'être le moins fait pour ça. De plus fin que lui, ils laissent leur plume. Et lui était destiné à se laisser rouler par tout le monde. Mais bien entendu, il y a longtemps que nous savons qu'il est idiot, dit M. Verdurin. Mais enfin, le résultat est là. Voilà un homme qui sera mis demain à la porte par son propriétaire, qui va se trouver dans la dernière misère. Ses parents ne l'aiment pas. Ce n'est pas Forcheville qui fera quelque chose pour lui. Alors, j'avais pensé, je ne veux rien faire qui te déplaise, mais nous aurions peut-être pu lui faire une petite rente pour qu'il ne s'aperçoive pas trop de sa ruine, qu'il puisse se soigner chez lui. Je suis tout à fait de ton avis. C'est très bien de ta part d'y avoir pensé. Mais tu dis chez lui, cet imbécile a gardé un appartement trop cher, ce n'est plus possible, il faudrait lui louer quelque chose avec 2 pièces. Je crois qu'actuellement, il a encore un appartement de 6 à 7 000 francs. 6 500, mais il tient beaucoup à son chez lui. En somme, il a eu une première attaque, il ne pourra guère vivre plus de 2 ou 3 ans. Mettons que nous dépensions 10 000 francs pour lui pendant 3 ans, il me semble que nous pourrions faire cela. Nous pourrions... Par exemple, cette année, au lieu de relouer la Raspelière, prendre quelque chose de plus modeste. Avec nos revenus, il me semble que sacrifier chaque année 10 000 francs pendant 3 ans, ce n'est pas impossible. Soit, seulement l'ennui, c'est que ça se saura. Ça obligera à le faire pour d'autres. Oh, tu peux croire que j'y ai pensé. Je ne le ferai qu'à la condition expresse que personne ne le sache. Merci, je n'ai pas envie que nous soyons obligés de devenir les bienfaiteurs du genre humain. Bon, pas de philanthropie. Ce qu'on pourrait faire, c'est de lui dire que cela lui a été laissé par la princesse Cherbatov. Mais le croira-t-il ? Elle a consulté Cottard pour son testament. À l'extrême rigueur, on peut mettre Cottard dans la confidence. Il a l'habitude du secret professionnel, il gagne énormément d'argent, ce ne sera jamais un de ces officieux pour qui on est obligé de casquer. Il voudra même peut-être se charger de dire que c'est lui que la princesse avait pris comme intermédiaire. Comme ça, nous ne paraîtrions même pas. Ça éviterait l'embêtement des scènes de remerciements, des manifestations, des phrases. M. Verdurin ajouta un mot qui signifiait évidemment ce genre de scènes touchantes et de phrases qu'il désirait éviter. Mais il n'a pu m'être dit exactement car ce n'était pas un mot français, mais un de ces termes comme on en a dans certaines familles pour désigner certaines choses, surtout des choses agaçantes, probablement parce qu'on veut pouvoir les signaler devant les intéressés sans être compris. Ce genre d'expression est généralement un reliquat contemporain d'un état antérieur de la famille. Dans une famille juive, par exemple, ce sera un terme rituel détourné de son sens et peut-être le seul mot hébreu que la famille, maintenant francisée, connaisse encore. Dans une famille très fortement provinciale, ce sera un terme du patois de la province, bien que la famille ne parle plus et ne comprenne même plus le patois. Dans une famille venue de l'Amérique du Sud et ne parlant plus que le français, ce sera un mot espagnol, et à la génération suivante, le mot n'existera plus qu'à titre de souvenir d'enfance. On se rappellera bien sûr que les parents à table faisaient allusion aux domestiques qui servaient sans être compris d'eux en disant tel mot, mais les enfants ignorent ce que voulait dire au juste ce mot, si c'était de l'espagnol, de l'hébreu, de l'allemand, du patois, si même cela avait jamais appartenu à une langue quelconque et n'était pas un nom propre ou un mot entièrement forgé. Le doute ne peut être éclairci que si on a un grand-oncle, un vieux cousin encore vivant, et qui a dû user du même terme. Comme je n'ai connu aucun parent des Verdurin, je n'ai pu restituer exactement le mot. Toujours est-il qu'il fit certainement sourire Madame Verdurin, car l'emploi de cette langue moins générale, plus personnelle, plus secrète que la langue habituelle, donne à ceux qui en usent entre eux un sentiment égoïste qui ne va jamais sans une certaine satisfaction. Cet instant de gaieté passé, « Mais si Cottard en parle, objecta Madame Verdurin, il n'en parlera pas. Il en parla, à moi du moins, car c'est par lui que j'appris ce fait quelques années plus tard à l'enterrement même de Sagnette. Je regrettais de ne l'avoir pas su plus tôt. D'abord,
Cela m'eût acheminé plus rapidement à l'idée qu'il ne faut jamais en vouloir aux hommes, jamais les juger d'après tel souvenir d'une méchanceté, car nous ne savons pas tout ce qu'à d'autres moments leur âme a pu vouloir sincèrement et réaliser de bon. Sans doute la forme mauvaise qu'on a constatée une fois pour toutes reviendra, mais l'âme est bien plus riche que cela, à bien d'autres formes qui reviendront elles aussi. Chez ces hommes, et dont nous refusons la douceur à cause du mauvais procédé qu'ils ont eu. Ensuite, à un point de vue plus personnel, cette révélation de Cottard n'eût pas été sans effet sur moi, parce qu'en changeant mon opinion des Verdurins, cette révélation, s'il me l'eût faite plus tôt, eût dissipé les soupçons que j'avais sur le rôle que jouaient les Verdurins entre Albertine et moi. Les eût dissipés peut-être à tort du reste, car si M. Verdurin, que je croyais de plus en plus le plus méchant des hommes, avait des vertus, il n'en était pas moins taquin jusqu'à la plus féroce persécution et jaloux de domination dans le petit clan jusqu'à ne pas reculer devant les pires mensonges, devant la fomentation des haines les plus injustifiées pour rompre entre les fidèles les liens qui n'avaient pas pour but exclusif le renforcement du petit groupe. C'était un homme capable de désintéressement, de générosité sans ostentation. Cela ne veut pas dire forcément un homme sensible, ni un homme sympathique, ni scrupuleux, ni véridique, ni toujours bon. Une bonté partielle, où subsistait peut-être un peu de la famille amie de ma grand-tante, existait probablement chez lui avant que je la connusse par ce fait, comme l'Amérique ou le pôle Nord avant Colomb ou Piri. Néanmoins, au moment de ma découverte, la nature de M. Verdurin me présenta une face nouvelle, insoupçonnée, et je conclus à la difficulté de présenter une image fixe, aussi bien d'un caractère que des sociétés et des passions. Car il ne change pas moins qu'elles, et si on veut clicher ce qu'il a de relativement immuable, on le voit présenter successivement des aspects différents, impliquant qu'il ne sait pas garder l'immobilité mais bouge à l'objectif déconcerté. Chapitre 3e. Voyant l'heure et craignant qu'Albertine ne s'ennuyât, je demandai à Brichot en sortant de la soirée Verdurin qu'il voulût bien d'abord me déposer chez moi. Ma voiture le reconduirait ensuite. Il me félicita de rentrer ainsi directement, ne sachant pas qu'une jeune fille m'attendait à la maison, et de finir aussitôt et avec tant de sagesse une soirée dont, bien au contraire, je n'avais en réalité fait que retarder le véritable commencement. Puis, il me parla de M. de Charlus. Celui-ci eût sans doute été stupéfait en entendant le professeur si aimable avec lui, le professeur qui lui disait toujours « je ne répète jamais rien », parler de lui et de sa vie sans la moindre réticence. Et l'étonnement indigné de Brichot n'eût peut-être pas été moins sincère si M. de Charlus lui avait dit « on m'a assuré que vous parliez mal de moi ». Brichot avait en effet du goût pour M. de Charlus, et s'il avait eu à se reporter à quelques conversations roulant sur lui, il se fût rappelé bien plutôt les sentiments de sympathie qu'il avait éprouvés à l'égard du baron, pendant qu'il disait de lui les mêmes choses qu'en disait tout le monde, que ces choses elles-mêmes. Il n'aurait pas cru mentir en disant « moi qui parle de vous avec tant d'amitié », puisqu'il ressentait quelque amitié pendant qu'il parlait de M. de Charlus. Celui-ci avait surtout pour Brichot le charme que l'universitaire demandait avant tout dans la vie mondaine et qui était de lui offrir des spécimens réels de ce qu'il avait pu croire longtemps une invention des poètes. Brichot, qui avait souvent expliqué le deuxième églogue de Virgile sans trop savoir si cette fiction avait quelque fond de réalité, trouvait sur le tard à causer avec M. de Charlus un peu du plaisir qu'il savait que ses maîtres, M. de Mérimée et M. Renan, son collègue M. Maspero, avaient éprouvé, voyageant en Espagne, en Palestine, en Égypte, à reconnaître dans les paysages et les populations actuelles de l'Espagne, de la Palestine et de l'Égypte, le cadre et les invariables acteurs des scènes antiques qu'eux-mêmes, dans les livres, avaient étudiés. Soit dit sans offenser ce preux de haute race, me déclara Brichot dans la voiture qui nous ramenait, il est tout simplement prodigieux quand il commente son catéchisme satanique avec une verve, un tantinet charentonnesque et une obstination, j'allais dire une candeur de blanc d'Espagne et d'émigrés. Je vous assure que si j'ose m'exprimer comme monseigneur Dulst, je ne m'embête pas les jours où je reçois la visite de ce féodal qui, voulant défendre Adonis contre notre âge de mécréants, a suivi les instincts de sa race et, en toute innocence sodomiste, s'est croisé. J'écoutais Brichot et je n'étais pas seul avec lui, ainsi que
Du reste, cela n'avait pas cessé depuis que j'avais quitté la maison. Je me sentais, si obscurément que ce fût, relié à la jeune fille qui était en ce moment dans sa chambre. Même quand je causais avec l'un ou avec l'autre chez les Verdurin, je la sentais confusément à côté de moi. J'avais d'elle cette notion vague qu'on a de ses propres membres, et s'il m'arrivait de penser à elle, c'était comme on pense avec l'ennui d'être lié par un entier esclavage à son propre corps. Et quelle petinière, reprit Brichot, à nourrir tous les appendices des causeries du lundi que la conversation de cet apôtre. Songez que j'ai appris par lui que le traité d'éthique où j'ai toujours révéré la plus fastueuse construction morale de notre époque avait été inspiré à notre vénérable collègue X par un jeune porteur de dépêche. N'hésitons pas à reconnaître que mon éminent ami a négligé de nous livrer le nom de cet éphèbe au cours de ses démonstrations. Il a témoigné en cela de plus de respect humain ou, si vous aimez mieux, de moins de gratitude que Phidias, qui inscrivit le nom de l'athlète qu'il aimait sur l'anneau de son Jupiter olympien. Le baron ignorait cette dernière histoire. Inutile de vous dire qu'elle a charmé son orthodoxie. Vous imaginez aisément que chaque fois que j'argumenterai avec mon collègue à une thèse de doctorat, je trouve à sa dialectique, d'ailleurs fort subtile, le surcroît de saveur que de piquantes révélations ajoutèrent pour Sainte-Beuve à l'œuvre insuffisamment confidentielle de Chateaubriand. De notre collègue dont la sagesse est d'or, mais qui possédait peu d'argent, le télégraphiste a passé aux mains du baron en tout bien tout honneur. Faut entendre le ton dont il le dit. Et comme ce Satan est le plus serviable des hommes, il a obtenu pour son protégé une place aux colonies, d'où celui-ci, qui a l'âme reconnaissante, lui envoie de temps à autre d'excellents fruits. Le baron en offre à ses hautes relations. Des ananas du jeune homme figurèrent tout dernièrement sur la table du quai Conti, faisant dire à madame Verdurin, qui à ce moment n'y mettait pas de malice, « Vous avez donc un oncle ou un neveu d'Amérique, monsieur de Charlus, pour recevoir des ananas pareils. » J'avoue que si j'avais alors su la vérité, je les eusse mangés avec une certaine gaieté en me récitant in petto le début d'une ode d'Horace que Diderot aimait à rappeler. En somme, comme mon collègue Boissier, déambulant du Palatin à Tibur, je prends dans la conversation du baron une idée singulièrement plus vivante et plus savoureuse des écrivains du siècle d'Auguste. Ne parlons même pas de ceux de la décadence, et ne remontons pas jusqu'aux Grecs, bien que j'ai dit à cet excellent monsieur de Charlus qu'auprès de lui, je me faisais l'effet de Platon chez Aspasie. À vrai dire, j'avais singulièrement grandi l'échelle des deux personnages, et, comme dit La Fontaine, mon exemple était tiré d'animaux plus petits. Quoi qu'il en soit, vous ne supposez pas, j'imagine, que le baron ait été froissé. Jamais je ne le vis si ingénument heureux. Une ivresse d'enfant le fit déroger à son flegme aristocratique. Quel flatteur que tous ces sorbonnards, s'écriait-il avec ravissement. Dire qu'il faut que j'ai attendu d'être arrivé à mon âge pour être comparé à Aspasie, un vieux tableau comme moi. Oh, ma jeunesse. J'aurais voulu que vous le vissiez, disant cela, outrageusement poudré à son habitude et à son âge musqué comme un petit maître. Au demeurant, sous ces hantises de généalogie, le meilleur homme du monde. Pour toutes ces raisons, je serais désolé que la rupture de ce soir fût définitive. Ce qui m'a étonné, c'est la façon dont le jeune homme s'est rebiffé. Il avait pourtant pris depuis quelque temps, en face du baron, des manières de séide, des façons de leude, qui n'annonçaient guère cette insurrection. J'espère qu'en tout cas, même si, dit Omen avertante, le baron ne devait plus retourner qu'à Conti, ce schisme ne s'étendrait pas jusqu'à moi. Nous avons l'un et l'autre trop de profit à l'échange que nous faisons de mon faible savoir contre son expérience. On verra que, si M. de Charlus, après avoir vainement souhaité qu'il lui ramenât Morel, ne témoigna pas de violente rancune à Brichot, du moins, sa sympathie pour l'universitaire tomba assez complètement pour lui permettre de le juger sans aucune indulgence. Et je vous jure bien que l'échange est si inégal que quand le baron me livre ce que lui a enseigné son existence, je ne saurais être d'accord avec Sylvestre Bonnard que c'est encore dans une bibliothèque qu'on fait le mieux le songe de la vie. Nous étions arrivés devant la porte. Je descendis de voiture pour donner au cocher l'adresse de Brichot. Du trottoir, je voyais la fenêtre de la chambre d'Albertine. Cette fenêtre, autrefois toujours noire le soir, quand elle n'habitait pas la maison, que la lumière électrique de l'intérieur, segmentée par les pleins des volets, striait de haut en bas de barres d'or parallèles. Ce grimoire magique, autant il était clair pour moi,
et dessinait devant mon esprit calme des images précises, toutes proches et en possession desquelles j'allais entrer tout à l'heure, autant il était invisible pour Brichot, resté dans la voiture, presque aveugle, et autant il eût d'ailleurs été incompréhensible pour lui, même voyant, puisque, comme les amis qui venaient me voir avant le dîner quand Albertine était rentrée de promenade, le professeur ignora et ignorait qu'une jeune fille, tout à moi, m'attendait dans une chambre voisine de la mienne. La voiture partit, je restai un instant seul sur le trottoir. Certes, ces lumineuses rayures que j'apercevais d'en bas et qui à un autre eussent semblé toutes superficielles, je leur donnais une consistance, une plénitude, une solidité extrême à cause de toute la signification que je mettais derrière elles en un trésor insoupçonné des autres que j'avais caché là et dont émanaient ces rayons horizontaux, trésor si l'on veut, mais trésor en échange duquel j'avais aliéné la liberté, la solitude, la pensée. Si Albertine n'avait pas été là-haut, et même si je n'avais pas voulu qu'avoir du plaisir, si je n'avais voulu qu'avoir du plaisir, j'aurais été le demander à des femmes inconnues, dont j'eusse essayé de pénétrer la vie, à Venise peut-être, à tout le moins dans quelques coins de Paris nocturne. Mais maintenant, ce qu'il me fallait faire quand venait pour moi l'heure des caresses, ce n'était pas partir en voyage, ce n'était même plus sortir, c'était rentrer. Et rentrer, non pas pour se trouver seul et, après avoir quitté les autres qui vous fournissaient du dehors l'aliment de votre pensée, se trouver au moins forcé de la chercher en soi-même, mais, au contraire, moins seul que quand j'étais chez les Verdurins, reçu que j'allais être par la personne en qui j'abdiquais, en qui je remettais le plus complètement la mienne, sans que j'eusse un instant le loisir de penser à moi, ni même la peine, puisqu'elle serait auprès de moi, de penser à elle. De sorte qu'en levant une dernière fois mes yeux du dehors vers la fenêtre de la chambre dans laquelle je serais tout à l'heure, il me sembla voir le lumineux grillage qui allait se refermer sur moi et dont j'avais forgé moi-même, pour une servitude éternelle, les inflexibles barreaux d'or.